Salut, c'est Lucie, Salut, c'est Alban. trentenaire et parent de 2 petites filles. Bienvenue dans Sous les aurores. Le premier podcast réalisé par un couple de Français en Norvège. Sous les aurores, c'est le podcast haut en couleur qui vous emmène vivre toutes les nuances de l'expatriation et de l'immigration en Norvège et bien au-delà. Que vous soyez déjà expatrié, immigré, que vous rêviez de le devenir ou que vous soyez simplement curieux de découvrir d'autres façons de vivre, ce podcast est fait pour vous. Alors, mettez-vous à l'aise, servez-vous une bonne tasse de thé ou un verre de vin et rejoignez-nous sous les aurores. Au menu, discussion sincère Moment de rire et d'émotion? et surtout, beaucoup de belles découvertes. Alors, bienvenue chez nous sur un nouvel épisode de Sous les aurores. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Sous les aurores. Aujourd'hui, nous recevons une invitée qui, j'ai l'impression, a eu plusieurs vies dans une seule vie déjà, et c'est pas fini. Donc nous sommes très heureux de te recevoir aujourd'hui. Et on va commencer par quelques petites questions pour te présenter. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'appelles? Depuis combien de temps vis-tu en Norvège? Dans quel domaine travailles-tu? Et si tu peux nous partager un petit culture choc que tu as vécu à ton arrivée en Norvège ou que tu continues de vivre au quotidien. Allez, 4 questions enchaînées, là, vous vérifiez que je suis bien réveillée. Alors, j'ai décliné toute mon identité: Cécile Claire Marion Moroni, épouse Engevik. Donc, j'ai un papa qui a une origine italienne et un mari norvégien. La deuxième question, c'est mes années en Norvège. Ça fait 14 ans que je suis là. Wow. Je suis arrivée, comme dit mon mari, le 10-10-10, c'est-à-dire le 10 octobre 2010. D'ailleurs, j'ai pris un avion à 10h, on dirait que c'est un truc de maniaque. Trop drôle. Mais c'est juste un concours de circonstances. Donc, je suis venue pour lui, on s'était rencontrés en échange et on était depuis 3 ans ensemble quand je suis arrivée en Norvège. Donc, ça fait 17 ans qu'on est ensemble. Donc, comme vous le comprenez, j'ai 25 ans. J'ai juste trouvé le bon très tôt. 15 de plus, ouais, c'est ça. Et ensuite, c'était la question sur la culture crash. Ouais. Dans quel domaine Dans quel travailles-tu? domaine Alors oui. Alors en fait, j'ai une formation d'école de commerce, je sais pas si c'est un mais ou si c'est un et. J'ai récemment un peu changé de type de carrière en devenant humoriste. Presque 2 ans maintenant à plein temps. C'était mon hobby qui est devenu mon métier. Mais en fait, au départ, j'avais l'impression que c'était un méga switch. Le truc un peu à la mode, d'ailleurs, mes potes parisiens, ils font tous des switches. Ils viennent tous profs de yoga, slasheurs, ils vont à Bali, ils se réinventent, ils reviennent, ils font du yoga. Mais en fait, avec 2 ans de recul, là, presque, je me rends compte qu'il y a beaucoup de continuité. Donc c'est pour ça que j'ai enlevé le mais, je le dis en et. Mhm. J'utilise vraiment vachement plus mon background d'école de commerce que ce que je pensais dans mon métier d'humoriste. Si vous voulez, on pourra y revenir. Mais on fait court, parce que c'est l'intro. Et le culture crash... Non, mais moi, je galère toujours avec le fait de marcher sur la neige. Et ouais. C'est ridicule parce que, mais là, comme il neige, on peut en parler maintenant, mais j'ai mis des crampons. Alors, au début, quand je suis arrivée ici, les gens disaient, ouais, c'est des trucs de grand-mère et tout, des crampons et tout. Mais moi, j'ai un petit passé de jambes en mousse, si vous voulez. Je suis née avec des pieds beaux, je me suis opérée 2 fois du genou. Enfin, bref. Ah oui. Vraiment, c'est mon surnom d'école de commerce, jambes en mousse. J'ai pas méga envie de me repéter une jambe. Et du coup, je suis pas super à l'aise avec le fait de marcher sur la glace. Et j'ai 3 enfants qui grandissent ici, qui sont méga à l'aise et qui m'attendent maintenant. Non, mais C'est c'est un vrai peu que les la Norvégiens, ils surfent sur la neige, quoi. Non, mais à 3 ans, mon fils, il est là. Maman, fauteuil, là, ça veut dire dépêche-toi. Je suis là, oui, bah écoute, maman, le pingouin arrive. Attends, mais moi je fais vraiment de la prévention sur ce podcast. Ça fait plusieurs fois que je dis mettez les crampons, que vous soyez touriste ou même établi ici. La semaine dernière, dans le bus, une dame qui loupe la marche, elle s'éclate les fesses par terre dans le bus. Les gens l'aident à moitié. Moi, je suis C'était là. glissant à cause de la neige. C'était glissant à cause de la neige dans le bus. Alors dehors ça allait mieux, mais dedans ça n'allait pas. Je lui dis est-ce que ça va? Je vois qu'elle pleure. Je l'aide à se rasseoir parce qu'elle voulait au final continuer dans le bus et pas descendre. Je lui ai donné mon numéro pour qu'elle puisse me tenir au courant de comment ça allait. Elle m'a écrit, je me suis cassé au moins 2 côtes. Non, mais Ambiance, quoi. c'est vraiment C'est super ouf. dangereux, en fait. Ouais, voilà. J'ai une copine, une collègue du stand-up qui a aussi un traumatisme crânien hyper grave en se cassant la tête Et ouais. sur la glace. Donc, non, c'est un truc, c'est bête, mais là, j'y pense parce qu'évidemment, on est en plein hiver. J'ai plein d'autres anecdotes. D'ailleurs, c'est beaucoup ce qui fait le fil de mes spectacles, de parler des différences culturelles, mais en tout cas, ça, j'ai vachement de mal à m'y faire. La lumière, j'ai vachement de mal à m'y faire. Le froid, j'ai bien compris qu'il y avait des vêtements et tout, bon, fine. Mais la luminosité, parfois, là, franchement, mais avant Noël, j'ai envie de me pioter à 20h30. J'étais genre, mais Attends, mais batteries 20h30, c'est heure sup, ça, Cécile. Ouais. À la nocturne, quoi. Oh là là. Moi, quand j'endors l'aîné à 19h30, je ne sais pas qui s'endort le premier. Ouais, c'est quoi, ça. tu Il y a vois. une partie de toi qui se dit, on est quand même bien là. Elle est quand même chouette cette histoire de Choupi. On est bien là. Et avant de revenir sur ton parcours un peu plus en détail et tes ressentis, j'ai quand même envie d'aborder l'anecdote de notre rencontre. Parce que toi, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais nous, ça nous a marqué. Tu t'en souviens pas? J'adore. Ben, on va te on va te redire. redire comment on t'a Dites-moi. rencontré.
on est allé voir un spectacle humoristique Ah oui, ça y est, je me souviens. Ouais. de Florence Mendes Ouais. et tu faisais la première partie. Oui. Et voilà, très très drôle. Et, Donc, on savait déjà qu'on voulait te parler Ah, c'est énorme. pendant un moment, tu vois. ouais. Et en fait, tu interagis avec le public. À un moment, tu demandes qui est là depuis longtemps, depuis plus de 5 ans, et qui parle pas norvégien, et je lève la main. Et là, tu m'as pas loupé. Tu m'as demandé d'où je venais. J'ai dit Paris. Tu sais. Ouais, deuxième. On s'est dit, je suis parisienne aussi, Ouais. Lucie, donc Non, mais je c'est sais, plein parce que- d'autodérision. Mais oui, oui. Après, Mais oui. sur un autre truc aussi, je t'ai dit que Sur j'allaitais pas. Voilà, c'est ça. Et tu m'as dit, ah ouais, toi. Mais tu m'as dit, je veux qu'on devienne amis. Et du coup, Oui, je veux ça dire pour sa copine. Ouais, c'est ça. C'est clair. ouais, du coup, c'est comme ça que j'ai pu. Je suis allée te Ça voir. nous en a donné le disant, courage de t'aborder. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est trop sympa ces stand-up en français. Mais c'est vrai que pour faire les chauffes, il n'y a pas max de personnes qui font du stand-up en français à Oslo. Donc Eh c'est souvent oui. moi. Et en plus, c'est mes copines et Hélène et Marion qui sont les super fondatrices des Mousquetaires qui ont lancé ce super projet des France qu'en folie. Mhm. Mais du coup, effectivement, quand tu fais la chauffe, tu parles avec le public. Quoi. C'est un peu le job. C'est Bah que ouais. le public C'est vraiment se sente sympa. bien hein. et tout. Ouais. Et donc moi, comme j'adore ça, parce que j'ai un background d'improvisateur, je fais vachement Ah oui. dans le jargon crowd working quand tu travailles avec la crowd, quoi. Donc du coup, effectivement, je parle à plein de gens. Et à l'aéroport, là, à Noël, il y a aussi quelqu'un qui m'a dit « Ah, bonjour !» Et il était un peu surpris, je me souviens pas de lui. Et pareil, c'était un Français à qui j'avais parlé dans une salle de spectacle, mais en norvégien cette fois. Il était limite surpris, mais en fait, j'ai 4 ou 5 spectacles par semaine. Bah oui, Et parfois, je me dis « Mais je sais Bah pas du tout ouais. de l'ingratitude, Bah c'est oui. juste que ça défile. » tu parles à plein de monde. Ça défile, ouais. Ouais, j'imagine. Non, mais voilà, donc c'était une rencontre originale, quoi. C'était super bien. Alors, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ton parcours et comment tu es arrivée en Norvège, même si on a compris que Il y avait du love dans il y l'histoire. avait du Ouais. love. Non, en fait, j'avais une vie à Paris pleine de, tu sais, de théâtre, de musées, d'art, de bouffe géniale. Et je me suis dit, c'est vraiment nul, il doit y avoir un endroit Où il n'y a Où pas il y a- tout ça. il fait noir, tout est cher, et je me ferai jamais de potes. Donc je suis venue vivre ici. Non, c'est pas vrai. Non, j'ai rencontré un beau Norvégien en échange en Allemagne, qui est maintenant à Paris. Donc c'est un peu des concours de circonstances aussi, parce que quand je suis partie en Allemagne, je m'étais dit peut-être que je vais épouser un Herr Müller et je vais devenir une Frau Müller. Et en fait, c'est un Norvégien que j'ai rencontré. Et j'ai retrouvé ici. Et puis après, du coup, mon parcours, j'étais en conseil en stratégie à Paris quand j'ai commencé à chercher un boulot en Norvège. Ouais. Et comme je savais que la Norvège, c'était 1, cher, et 2, moins facile de se faire un tissu social sans emploi, et que j'avais pas envie d'avoir... Quand tu viens pour quelqu'un, je trouve que ça met une sorte de pression dans la relation qui fait que j'avais pas envie qu'il se sente super responsable de mon intégration à moi. D'accord. Même si, quelque part, il y a vachement contribué. Enfin, honnêtement, je lui dois beaucoup. À la pression ou à l'intégration? Ouais, c'est un connard. Pas du tout, pardon. T'imagines le truc mal formulé? Le pauvre. Non, pas du tout. Mais ma belle famille a aussi été hyper accueillante. Donc ça met de la pression et je m'étais dit, il faut que moi aussi, je me bouge un peu. Donc en fait, j'avais pas envie de partir vivre en Norvège sans emploi. Donc j'ai fait un truc un peu tordu, peut-être un peu optimiste, qui était de chercher un boulot depuis la France en norvégien, en anglais. J'ai envoyé, mais je pense sans rire, sans CV, sans une seule réponse. Et à l'été, j'ai changé ma stratégie. Il a commencé à écrire des lettres de motivation en norvégien pour moi. Je faisais un peu de norvégien à Paris. J'étais en auditeur libre à la Sorbonne. Mais bon, c'était vraiment hésitant. Et en plus, j'étais pas du tout préparée au dialecte. Donc j'avais appris une sorte de bookmall hyper théorique qui fait que j'avais complètement sous-estimé le gap entre ça et travailler en norvégien avec des gens qui viennent de tout le pays et qui parlent leur dialecte. Et donc, il m'a aidé à formuler des lettres de motivation en norvégien et ça a vachement accéléré le processus de recherche d'emploi. Donc, quelques mois plus tard, j'avais le choix entre 2 offres. J'en ai accepté une, j'ai démissionné à Paris et je suis venue vivre ici. Donc, ça, c'est le début de l'histoire. J'ai travaillé 8 ans chez Ringnes, qui est une partie du groupe Carlsberg. Donc, c'est un gros distributeur de boissons. Les gens pensent souvent à la bière et c'est vrai que c'est cool. Moi, j'aime bien la bière aussi, mais ils font beaucoup de choses en Norvège. Ils ont Imsdal, Faris, Pepsi Max Solo, Donc de l'eau, des boissons, energy drinks, des sodas, beaucoup d'autres choses. Je suis restée là-bas longtemps. J'ai vraiment adoré ces années-là. Je suis partie en Suisse aussi dans ce cadre-là pendant quelques mois. Du coup, tu parlais norvégien déjà? Ouais, alors en fait, j'ai commencé dès le départ à parler norvégien au travail en me disant franchement, si j'y vais pas, j'irai jamais. Le truc, c'est que c'était au départ franchement assez solitaire et assez douloureux parce que déjà, moi, j'aime bien faire des petites blagounettes. Tout ce que je faisais, c'était genre être bizarre. Mais oui. J'essayais de faire des blagues, les gens étaient là, non. Moi, l'humour, ça me manque trop. Hyper dur. Et d'ailleurs, on en a parlé avant, mais Lucie et moi, on s'est rencontrés au Panama, en Amérique latine. Et là-bas, on a appris à parler couramment espagnol. Mais c'est vrai que tu sens, quand ça y est, tu passes un niveau de langue et tu peux faire de l'humour dans la langue, t'as tout gagné, quoi. Et là, en norvégien, j'ai pas le niveau de l'humour. Ou alors très bancal, comme tu dis, juste être bizarre. C'est dommage. Ouais, et en plus, l'humour norvégien, il est pas exactement comme le nôtre. Oui.
Et ça, c'est vachement frustrant parce que je me souviens, mon premier jour chez Rignes, il y avait un mur avec dans la cantine, tu vois, c'était vraiment des dessins d'enfants. C'était hyper joli. Je sais pas ce qui s'était passé, mais il y avait un Barnaghe qui avait dû décorer. C'est des flocons découpés là. Vous vous souvenez de ça ou tous des contours de mains au mur. Et je leur ai dit, mais genre vraiment avec une tête super sérieuse, ah, vous avez fait un team building? Et ils m'ont répondu avec la même tête sérieuse, non, ça c'est des dessins d'enfants. Tu sais, j'étais là, oh, c'est horrible. Oh, ça va être dur. Oh, je vais me sentir seule ici. Day one. Ouais, exactement. Genre, oh. Donc ça, c'était un peu dur. Et aussi, tout ce qui est un peu les règles non écrites de social rules. Ouais, c'est ça. Donc j'avais du mal à savoir, mais on est potes, on est collègues. Ça, c'était difficile. Pareil pour est-ce que mon chef est content ou pas. J'étais vraiment dans le brouillard au début. Mais avec les années, j'ai vachement appris et j'ai adoré cette boîte aussi qui est hyper attachante avec des gens hyper talentueux. Et j'ai vachement grandi dans cette boîte. Et après, j'ai eu mon premier enfant en 2017. Et là, je suis partie chez Nespresso pendant 4 ans. Boîte suisse, donc ADN très différent. Même s'il y avait la continuité de la boisson. Comme dit un pote, t'es passé de « Ah, on se marre bien, on boit de la bière » à « Ah, on a des gosses, on a besoin de café ». J'avoue. Pas mal. C'était quand même un style plus corporate, plus rigide, je dirais, mais aussi de super belle boîte où j'ai beaucoup appris. Et encore après ça, donc j'ai eu 2 autres enfants. Et à la naissance de mon 3e, j'ai rechangé pour une boîte dans la beauté, une petite boîte norvégienne dans la beauté dont j'ai été dirigeante pendant 6 mois. Et au bout de ces 6 mois, je me suis dit, allez, crise de la quarantaine, je me lance. Enfin, j'avais 39 ans, donc ça n'a rien à voir. J'étais jeune, ça. Voilà. J'ai décidé de faire de mon hobby mon métier parce que j'ai eu un momentum avec pas mal de trucs les planètes se sont un peu alignées de ce côté-là. Okay. Et je me suis un peu dit, en fait, si je me lance pas, je me lancerai jamais. Et j'avais trop pas envie à 60, à 70 ans de me dire, j'aurais pu. Il y a une partie de moi qui a arrêté de regarder Instagram parce que je voyais des copains du stand-up décoller et je me disais, ça me rendait presque un peu aigrie. Et je me suis dit, c'est un peu con de laisser ça maintenant à 39 ans. Ouais. J'en ai pas 70, quoi. Donc voilà, donc je me suis lancée et j'ai pas vraiment regardé derrière depuis parce que au début, ça me faisait super peur. Donc je me suis dit, je me donne 6 mois. Je fais un spectacle, on verra. Puis en fait, la boule de neige a roulé. Une métaphore norvégienne, j'espère que vous l'appréciez. Et elle a grossi et du coup, maintenant, c'est établi, plus robuste et ça tourne. Tout est en devenir, mais disons que je suis vachement plus sereine dans le fait que... Ça continue, voilà, exactement, tu poses plus la question. Et que c'est viable. Alors, avant de partir sur le stand-up, moi, j'ai envie de savoir pourquoi vous aviez choisi la Norvège. Enfin, parce que vous auriez pu choisir de déménager à Paris ensemble. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui t'attirait, toi, dans la Norvège ? C'est toi qui as poussé pour aller en Norvège ? Est-ce que ça a été imposé ? Ah non, c'est clair. Non, pas du tout. Alors, mon mari, en plus, il est assez francophile. Et ce qui est cool, c'est qu'il parlait pas un mot de français quand on s'est rencontrés. Il a appris le français. Il a tellement bien appris le français qu'il a acquis la nationalité française. Donc, quand la loi a changé en Norvège pour la double nationalité, on a tous les deux lancé le processus en parallèle de qui acquiert la nationalité de l'autre. D'ailleurs, c'est vexant, mais il a eu la française vachement plus vite que moi, la norvégienne, alors qu'il n'a jamais vécu en France. Mais honnêtement, ce premier de la classe. C'est chouette parce que du coup, il a fait beaucoup de place à la France dans notre couple. Et donc, ça veut dire que nos enfants parlent bien français parce que je peux parler français avec eux sans que ça l'exclue lui. Notre grande, elle va à l'école française, etc. C'est une force. Donc, non, mais pour revenir sur ta question, Lucie, moi, j'étais vachement attirée par l'étranger en général. Donc, j'étais vachement contente de voir autre chose, de changer un peu de disque. En plus, j'avais fait un peu un truc à la Tanguy. J'étais retournée vivre chez mes parents avant de partir en Norvège. Donc, je pense qu'il était de toute façon temps pour eux, les pauvres, et pour moi que je prenne un peu mon envol. Et mon mari, il a toujours été assez open à la France, en fait, en vrai. Donc, je pense que, clairement, c'est un truc qu'on n'a pas du tout exclu de retourner vivre là-bas. Mais bon, en fait, au début, je me suis dit, je pars en Norvège, je reste 2 ans. J'avais un pote ici d'avant. C'est marrant parce que je l'ai vu hier. Et on rigole encore parce que... Il m'a dit tous les 2 ans, tu me dis l'année prochaine, je me casse. Ça fait 14 ans que t'es là. Mais bon, en fait, je me suis hyper attachée à ce pays et j'ai eu 3 enfants. Et là, l'équation est hyper différente quand t'es un jeune couple diplômé sans enfants versus quand t'as une vie de famille, que t'as goûté à l'équilibre vie pro, vie perso de la Norvège. L'égalité homme-femme, bref, le sujet est vaste, mais en tout cas, la Norvège a des cartes à abattre qui font que la vie de famille est vraiment bonne ici. Et c'était ça qui t'attirait ou t'avais Non, parce que c'était encore loin dans ma tente. Quand je suis arrivée, j'avais 26 ans et je me voyais pas tout de suite maman de toute façon. Donc j'avais juste un peu envie de voir autre chose. En fait. J'avais besoin de changement. Pays, exactement. Et du coup, le stand-up, t'as commencé quand ? J'ai toujours aimé le théâtre. J'ai fait beaucoup d'impro à partir de l'enfance et après au collège, au lycée. Je fais du théâtre. J'ai fait 1 an au cours Florent après mes études aussi. Donc, ça a toujours été un peu quelque chose qui faisait partie de moi. Et quand je suis arrivée en Norvège, je me suis dit, je vais me faire des potes toute seule, je vais faire de l'impro. Le truc, c'est que faire de l'impro, ça demande de maîtriser la langue quand même relativement bien et vite. Puis, il y a plein de... Je ne sais pas si vous avez déjà vu de l'improvisation théâtrale, mais souvent, c'est des jeux avec contraintes, par exemple, en rime, en alphabet, avec un dialecte, avec un accent. Donc, laisse tomber. J'étais complètement perdue.
Et je suis allée 2 ou 3 fois et je me suis dit, bon, en fait, ça va être vraiment difficile de sortir de ma coquille dans cette bulle-là. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, je sais ce que tu devrais faire, tu devrais essayer de faire du stand-up. Parce qu'au moins, t'es seule, t'écris tes textes et tu as le contrôle de ce qui se passe sur scène. Donc me voilà lancée, mais au début ça a été, mais les gars, mais c'était tellement nul ce que je faisais. Déjà en fait c'était vachement drôle dans ma tête, mais je parlais pas bien norvégien et en plus les gens ils riaient plus de moi qu'avec moi. Enfin en fait je pense que c'est horrible. Non, mais en fait j'avais mon accent, j'avais mes histoires qui étaient un peu bancales et tout. Les gens riaient à des endroits où j'avais pas compris pourquoi ils riaient, mais c'est parce que j'avais fait une grosse faute de langue qui disait que j'avais dit un truc obscène. Enfin c'était la cata. Drôle malgré toi quoi. Oh mon Dieu. Même pas pour les trucs préparés. Une fois je suis rentrée chez moi et j'ai dit à mon mari, je me sortirai plus de cette couette. Je pense qu'il faut qu'on quitte la Norvège tellement j'ai honte de c'était tellement nul. Ah ouais, c'est vrai, t'as vécu. Non, mais là, t'en rigoles, mais c'était. Monumentaux. Mais attends, c'est hyper courageux, je trouve, de retourner sur scène, de le faire encore, de continuer, persévérer dans une langue qui est pas ta langue maternelle, quoi. Enfin. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai réussi à flip the coin, comme disent les Américains, c'est-à-dire à dire, ok, ou bien je reste coincée dans ce truc, ou en fait, je suis dans une espèce de bulle de verre où je suis une version chelou de moi-même, et que les gens vont continuer de se dire, elle est sympa, mais elle est chelou, elle est juste pas drôle, ou bien j'en fais genre un atout. Et je l'utilise comme une espèce de costume de scène, de ok, je suis française, je parle avec un accent, et donc à quel point ça peut être un levier d'humour. Il y a des humoristes... Un peu sur de l'autodérision, du coup, tu es parti. Exactement. Il y a des humoristes, par exemple, anglais et américains en France. Il y en a un qui est vraiment très drôle, qui s'appelle Sébastien Marx. Il cartonne en France. Et c'est vrai qu'il parle comme ça. Et il a dit, en France, si tu dis bonjour aux autres... il m'a fait trop rire. Il dit un truc qui est vachement juste. Il dit, tu dis bonjour aux invités d'un restaurant en France, tu es bizarre. Puis si tu dis bon appétit, tout le monde est là. Oh, bon appétit. C'est des petites observations. Et lui, il cartonne en France parce que les Français se voient dans ce qu'il dit. C'est jamais méchant, c'est plutôt drôle. Et je me suis dit, pars dans cette direction-là, en fait, va là-dedans. Et ok, faut juste en fait accepter et faire d'une force cette faiblesse de départ qui est le fait que c'est pas ma langue maternelle. Pendant combien d'années tu as fait du coup du stand-up, on va dire, en hobby avant que ça devienne ta profession ? Alors, j'ai commencé assez tôt. J'ai commencé en 2014, donc ça va faire 10 ans. Donc tu vois, ça faisait presque 7-8 ans. Modulo des congés maths qui font que quand même j'ai pas non plus oui, là tu arrivais à coupler ta vie de maman avec ta hobby ou c'était... Ouais, mais pas au début, pas quand tu fais pas des bonnes nuits, pas quand t'as toutes les 2 heures. Et oui. Mais oui, j'ai des photos de moi où je suis archi enceinte et je faisais toujours la blague de le terme était hier, j'espère que je vais réussir à faire mes 10 minutes sur scène juste pour faire rire les gens. Mais oui, si quand même, j'ai toujours gardé ça parce que c'était ma salle de... J'allais dire un défouloir, mais c'est hyper négatif, défouloir, je trouve. C'était un peu ma bulle pour m'épanouir. Mais disons que l'intensité, la fréquence des spectacles était moindre pendant certaines périodes aussi. Puis je suis partie en Suisse. Il y a eu des phases où j'ai fait moins de stand-up que d'autres. Et du coup, est-ce que tu as, pendant plusieurs années, tu as eu ton job en entreprise, ta famille qui s'agrandissait, et en plus de ça, ton hobby où tu devais préparer des spectacles ? Ouais. Et en fait, je vais vous dire un truc, ça fonctionne pas. Ah ouais. Alors attends, parce qu'en fait, ça, j'ai voulu le faire. J'ai un côté un peu I want it all. Enfin, je suis assez ambitieuse, mais dans le sens... d'ailleurs, je suis assez ambitieuse, point. Et avec tout ce que j'entreprends. Donc, ça a plein de bons côtés, mais ça a le côté que, en fait, parfois, je me brûle un peu les ailes quand même. Et là, j'étais un peu en mode, je veux devenir PDG d'une boîte, je veux ma famille nombreuse, parce que j'ai toujours rêvé d'avoir 3 enfants. Et le stand-up, c'est normal, quoi. C'est comme aller à la salle de sport, sauf qu'en fait, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas du tout. Et à l'hiver, il y a 2 ans, j'étais pas bien, quoi. J'avais genre tout le temps mal au ventre, j'étais tout le temps fatiguée, je me sentais dispo nulle part, j'étais genre jamais vraiment là où il fallait que je sois. Et ça a été aussi ça, la partie du wake-up call, en mode, il faut que quelque chose dégage de ma vie. Et c'était assez obvious que... J'allais pas dire à mes enfants. Je suis désolée mes amours. Ouais, c'est clair. Et pas non plus arrêter le stand-up parce que ça me paraissait tellement une partie de moi. Et c'est trop marrant parce que c'était un peu un choix un peu brutal. Et je me suis un peu dit, non, mais attends, c'est pas ça que je voulais, en fait. Je voulais pas courir partout et être tout le temps au bout du roule. Parce que, en fait, le stand-up demande beaucoup de travail de préparation des textes. Sinon, tu stagnes. Alors, tu peux vivoter en faisant une fois de temps en temps un geek de temps en temps, mais c'est je pense, un leurre de croire que tu peux durer dans ce milieu si tu te réinventes pas en permanence. D'accord. Ou en tout cas grandir. Et ça me frustrait parce que j'avais plein d'idées que j'avais pas le temps, en fait. J'avais des idées dans la douche et puis après la journée commençait, puis j'avais pas le temps, en fait, de me poser 2 heures et d'écrire les blagues. Et donc je me suis dit, allez, je me lance. Et c'était cool parce que mon mari était là, ouais, ça y est, enfin, depuis qu'on connaît Cécile, ça y est, elle se lance. Donc ton mari, il était hyper soutenant sur cette transition. Assez zen à la norvégienne, en mode, ok, en vrai, qu'est-ce qui peut se passer de pire? C'est que tu te prennes un mur parce que ça tourne pas financièrement, donc tu retournes bosser. Ok. Ouais. C'était un peu ça votre coussin de sécurité. Le diplôme est là, les CV sont là. En Norvège, les références sont méga importantes. Okay. Et j'avais déjà fait un peu mon premier réseau pro, donc j'avais pas l'impression de repartir, de me lancer complètement dans le vide sans une bonne ceinture de sécurité. Et quand même, c'est un truc qui me rassure. Puis de toute façon, t'es pas inconséquent quand t'as une vie de famille, une maison,
une école à payer. Enfin, bref, tu peux pas non plus dire je retourne vivre chez ma mère, je fume des clopes et on verra quand je me réveille et si je suis marrant sur scène. Tu peux pas, en fait. Bah ouais. T'es vachement rattrapé par une réalité qui fait que t'es obligé de délivrer. Et en même temps, je pense que c'est ça aussi qui m'a poussée à être un peu mobilisée dès le départ pour avoir envie de réussir Ouais, vite. y aller à fond. Ouais. Ouais. C'est intéressant parce que, alors je l'ai pas écouté moi-même, mais Lucie récemment m'a parlé d'un épisode du podcast Bliss où c'est Marine Leonardi. Ah oui. Que peut-être tu as rencontré Ouais, aussi, je j'imagine. la connais. Et en plus, on a fait la même école de commerce. Ah, trop drôle. À quelques années près, donc on a des potes en commun. Et elle a un parcours impressionnant parce qu'elle a une carrière de comète dans le milieu. Mais on a pas mal de points communs, ouais. Je l'ai écouté cet épisode aussi. Ouais, C'est quand pour ça je que t'entends, j'ai vu pas mal de parallèles. Voilà, c'est pour ça que je voulais te poser la question, parce que quand Lucie m'a raconté le behind the scenes qu'elle livre dans cet épisode, tu te dis, ouais, c'est dur ce qu'elle a dû vivre, sa famille aussi, tout l'environnement, et toi aussi, il y a dû avoir des moments délicats, donc c'est Bien intéressant sûr. de comprendre Ouais. tout ça, ce cheminement. Des moments délicats, des épisodes que tu loupes parce que t'es pas là, que tu rattraperas pas. Et puis aussi, mon mari a perdu très soudainement sa maman, donc ma belle-mère, que j'aimais beaucoup. Et ça m'a aussi foutu une énorme claque. Elle avait 58 ans. Et je me suis dit, en fait, on sait pas ce qui peut se passer demain, quelles sont vraiment tes priorités. Ouais, et ça me paraissait tellement clair, en fait, quand je fermais l'ordi que, OK, il y a mon mari, il y a mes enfants, et il y a cette espèce de vocation, je sais pas si c'est un mot trop joli pour ce qu'est le stand-up, mais pourquoi pas. Enfin, en tout cas, cette espèce d'appel que j'avais sincèrement en moi, quoi, vraiment dans ma colonne vertébrale, de me dire, faut que j'essaye au moins de me lancer. Et si je le ferai pas, je vais me le regretter toute ma vie. Et en fait, je suis devenue une maman vachement plus marrante et vachement plus zen. Bon, je pète des piles quand même, hein. Mais plus, je sais pas, je suis plus relax aussi avec mes enfants. Ils me posent plein de questions. Ils me posent plein de questions mignonnes. Ma grande, là, elle est trop mignonne, elle me dit. Donc, maman, papa, il m'a dit que t'étais un peu connue. Je dis oui, parce qu'il y a des gens qui nous parlent à l'aéroport, dans le restaurant, des gens qui me demandent une photo et tout. Et elle me dit, est-ce que t'es plus connue que Shakira? Je trouve que c'était trop mignon. Oui, ma fille, tout à fait. Non, je suis bien connue et mieux foutue, ma chérie. C'est ce que j'allais dire. Et puis, je suis quand même vachement mieux gaulée aussi. Et tu m'as entendu chanter Babali le lame. Excuse-moi, Shakira, pas aller se rhabiller. Donc, ils me posent des questions trop mignonnes. Non, c'est adorable. Donc voilà, parfois ils viennent ou dans le backstage, ils mangent un bonbon, on les assoit au fond de la salle. J'ai rien compris, mais les gens ils rigolaient. Ah bon, bah c'est bien, c'est déjà pas mal. C'est en bonne voie. Ta maternité, ça t'inspire beaucoup du coup pour tes sketchs? Ouais, j'ai toute une partie là-dessus. Alors, je tourne avec un spectacle qui s'appelle Allo Norge en ce moment, qui est mon spectacle en norvégien, qui a comme fil rouge mon intégration en Norvège. Même si évidemment, en fait, devenir parent fait que tu découvres un morceau de la société que tu connaissais pas forcément avant. Et donc, ça nourrit cette espèce de réflexion sur comment tu t'intègres tout en restant fidèle à ton identité de départ. Mais dans ce spectacle-là, en tout cas, le fait d'être maman ne fait partie qu'une petite partie du tableau. Dans d'autres scènes, en français, en anglais, j'en parle parfois un peu plus. Et en fait, aussi, ce spectacle, j'y ai mis un point final il y a 1 an et demi. Et depuis, j'ai plein de nouveaux trucs qui tombent au fur et à mesure que j'écris et que je vis. Parce que c'est un peu ça en permanence, c'est d'observer, de mettre les lunettes d'humoriste sur des situations de la vie quotidienne en disant qu'est-ce que je peux raconter de là où tous les gens qui ont un enfant vont se reconnaître et qui font que ce sera mon histoire, malgré tout, ce sera l'histoire de tout le monde. Et donc, moi, j'ai vraiment continue, ressenti ça quand on est venu te voir. C'était trop drôle parce que je me disais, bah oui, c'est exactement ça. Enfin, je trouve que ça parle beaucoup dès que tu as un enfant. Moi, je trouve que c'est génial le voyage du stand-up, en tout cas en Europe. Alors, au UK, disons que c'est plus mature parce que c'est plus ancien, donc il y a déjà beaucoup plus de styles. Et d'ailleurs, le niveau et la qualité, j'étais au Fringe Festival cet été, qui est un peu la mecque du stand-up anglophone. Et là, j'ai vu des trucs d'une qualité vraiment très bonne. Mais disons qu'en France, en Norvège, en plein de pays, ça bouge et c'est super chouette. En France, moi aussi, j'en suis plein sur Instagram, mais je me postillonne de rire sur le téléphone. Ouais. Et parfois, il y a même un sentiment que je me dis « Ah, elle est tellement bien, cette blague, j'aurais adoré la écrire moi. » Tu vois, je me parce que tu le vis, c'est ça. C'est tellement bien dit. Et pareil en Norvège. En Norvège, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai commencé il y a 10 ans, c'était relativement en devenir. Enfin non, ça date des années 90 ici, mais c'était encore en devenir. Et là, maintenant, je reçois toutes les semaines des gens qui m'écrivent « Est-ce que tu peux m'aider ? Je voudrais me lancer, je ne sais pas par où commencer. » Et je trouve ça hyper positif parce qu'en fait, plus les gens font du stand-up, plus les gens regardent le stand-up, plus les gens comprennent, plus le public capte ce qu'il faut faire. Au début, les Norvégiens, ils étaient un peu comme dans un théâtre très silencieux, très respectueux, mais très silencieux. Alors qu'au UK, les gens, ils répondent, t'as limite des hecklers, mais c'est pas de la méchanceté, c'est plus... participation. Tu te renvoies la balle. Okay. Et en fait, en tant qu'humoriste, quand tu as un public qui te renvoie la balle, tu sors tes ailes. Là, t'y vas, là, tu vois. Et du coup, tes spectacles, ils explorent les différences culturelles. Quelles sont les réactions
qui te marquent, que ce soit en Norvège ou en France, de la part du public? Ah, alors j'ai une anecdote bien cliché là-dessus. Mais j'ai l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas ce que vos autres invités disent, que les Norvégiens, ils adorent qu'on parle d'eux, mais ils ont beaucoup d'humilité aussi. Alors, il y a une forme de dualité entre leur patriotisme assez fort et en même temps leur modestie du fait que beaucoup de gens ne connaissent pas bien la Norvège et donc quand quelqu'un en parle, ça les flatte, mais que du coup, ils sont contents de toute façon, même quoi qu'on en dise. Ils ont un côté un peu... Ils ont beaucoup d'autodérision, les Norvégiens, quand même, je trouve. Ils ne se prennent pas trop au sérieux. Ça, j'adore ce côté-là. Et donc, au début, quand j'ai écrit mes blagues, j'avais vachement peur de passer pour la française qui savait mieux que tout le monde et qui était du coup un peu peste parce que j'y vais un peu... Sur certains trucs, j'y vais franchement même. Et les gens étaient là, ouais, c'est mignon, mais je pense que tu peux aller plus cash. Et je suis allée vraiment cash. Et là, les gens rient, mais à gorge déployée. Je balance des gros boulets de canon, mais sur des choses anodines, hein, pas des choses de fond. Mais quoique parfois, je vais sur... T'as un exemple? Je balance des boulets de canon sur le fait qu'il faut absolument tout le temps, en permanence, retourner à la forêt pour se torcher le cul dans du PQ. Je sais pas, c'est des journaux. Et tu sais, là, les toilettes avec la sueur et tout, alors qu'on est dans le pays le plus riche du monde enfin, un des pays les plus riches du monde, et que les gens vont mettre 30 000 couronnes dans un sofa, dans un canapé Boulia, la super belle lampe. Mais le week-end, la seule chose dont ils ont envie, c'est d'aller vivre comme des ours au fond de la forêt et de gratter la neige là pour faire un trou pour boire de l'eau et ensuite choper la gastro. Ça, honnêtement, est-ce bien nécessaire? Mais bon, je m'en amuse parce que je sais que c'est vraiment une pierre angulaire de leur culture, la côté Utelive, enfin outdoor. Et d'ailleurs, je trouve que ça fait de la Norvège son charme. Mais il y a des paradoxes et ils en rient volontiers, les Norvégiens. Okay. Je pense qu'en France, tu fais ça, tu peux passer pour non, mais c'est pas exactement correct. Tous les Français ne font pas ça. Et j'ai une anecdote marrante. Je fais pas mal de formations aussi. C'est pour ça que j'avais une continuité entre le business et le stand-up. C'est que je fais aussi des formations en entreprise sur les différences culturelles au travail, le inclusion and diversity, avec ma vision de française sur certains sujets, notamment les sujets hommes-femmes. Et j'avais un truc mais qui était assez théorique sur le... Il y a des chercheurs qui ont mesuré, qui s'appellent Hofstede, qui ont mesuré en entreprise, vous avez peut-être déjà entendu parler, entre autres un axe qui s'appelle la distance hiérarchique, enfin power distance, qui montre que les Scandinaves ont une approche très différente de ça par rapport justement à des sociétés comme la française, où on a un axe hiérarchique très fort. Et je donnais un exemple, et il y a une main qui s'est levée, c'était vraiment ironique, c'était genre le big boss français qui était là, ouais alors en fait moi je vais quand même rajouter mon mot là-dessus. Et là le mec il s'écoute parler, le mansplainer, j'étais là mais c'est exactement ce que j'essaie d'expliquer. Merci. Donc c'est marrant, je pense que ça, tu vois, ça met le doigt sur le fait que le public norvégien est ouvert à un type d'humour, je pense, ou un type de vision qui fait que les Français pourraient parfois être plus sur la défensive que ne le sont les Norvégiens. D'ailleurs, j'ai un souvenir là de quand tu as roast un peu Lucie pendant ta première partie. Tu as aussi titillé, on va dire, d'autres personnes. Je pense que c'était plus délicat pour certains aussi d'avoir direct de l'autodérision et de rentrer dans ton jeu. Donc, mais ça, tu vois, je le sens tout de suite, donc je change de proie, tu vois. Okay, c'est pas très grave. Mais effectivement, il y a des gens qui sont... Puis, en fait, je pense qu'il y a des gens qui sont pas prêts quand ils vont voir du stand-up à ce qu'on leur parle, surtout quand ils se mettent loin en fond. C'est vrai. Là, je vous vois toujours. Ouais, c'est clair. Surtout qu'en général, c'est mes potes qui sont devant. Et donc, il y a un côté un peu artificiel à faire semblant que tu découvres la vie de tes potes, tu vois. Mis à part le stand-up, tu as aussi écrit un livre. Oui. Qui est juste là. Oh, vous êtes au top. Where Babies Sleep Outside. J'adore le dessin d'ailleurs. J'aime beaucoup. Je pense que c'est vraiment la... Ouais, j'adorerais vous dire que c'est moi qui l'ai fait, mais... Mais oui, non, c'est une autre personne talentueuse. Elle est super. Elise, qui est norvégienne. C'est trop beau. Et dedans, tu fais des chapitres un peu sur ton parcours en tant que mère et toutes les petites anecdotes. Et moi, les différences culturelles aussi. Les différences culturelles. Ouais. Et moi, à chaque chapitre, ça me faisait rire parce que j'étais là, j'ai vécu la même chose. Ouais. Donc, parce que vos deux enfants sont nés ici ? Oui. Ouais, donc vous avez vraiment effectivement vécu ça, ouais, exactement. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a des trucs, mais c'est hyper drôle. Tu te dis, mais pourquoi ils font ça ? Mais quand tu parles de l'anniversaire des enfants dans les Barnehage, donc les jardins d'enfants, ils leur mettent une couronne pour leur anniversaire, faut inviter toute la classe, tous ces trucs-là. C'est fou que même à ce degré-là, il y ait des différences culturelles. Oui, c'est clair, ouais, c'est vrai. Sur la manière aussi d'habiller les enfants l'hiver. Nous, ça y est, au bout de la deuxième, on commence à comprendre, je pense. Mais entre la peau de mouton, la première couche, la deuxième couche, la laine, tout ça, c'est... Elle était habillée comme une Parisienne. Ouais, on faisait n'importe quoi. Elle n'avait pas de laine en hiver. Quasi pas. Mais du coup, elle a survécu. Elle a survécu. Tu vois.
Elle Non. a survécu. Tu vois, la deuxième, pour le coup, elle est bien bien habillée, de la laine en sous-couche, sur couche, partout et tout ça. Ouais, mais moi, j'avais mon regard de parisienne aussi, en tout cas de française, en mode non, mais ça, c'est moche. Et donc, j'ai très vite reset en mode attends, ok, peut-être que cette couleur Milka violet, t'en peux plus, ok, fine. Mais en même temps, elle aura bien chaud. Donc, si tu Non, mais mets voilà. ça, personne ne le saura. Ouais. T'es pas obligé d'envoyer une photo à tes copines à Paris. Et 2, elle aura bien chaud. Mais oui, effectivement, moi, c'était les couleurs, le nom de la marque Pierre Robert. Tout me rebutait un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais c'est que ce nom-là? C'est vrai. Il pourrait faire des trucs parfois un peu plus Joli. Jolis, ouais. Mais bon. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre? C'est une super chouette rencontre avec un couple qui s'appelle Julien Bourrel et Elise Kollelu. Lui, il est d'origine canadienne, enfin francophone canadien, et elle est norvégienne. Et lui, il est super connu et je l'admirais depuis longtemps parce qu'il a écrit un livre, entre autres, il en a écrit plusieurs, mais un qui s'appelle The Social Guidebook to Norway. Peut-être que vous l'avez déjà vu. J'en ai c'est un entendu livre parler. blanc, Et c'est elle qui a dû hyper drôle. l'illustrer, non? Le Ou pas tout premier, je pense pas, mais D'accord. les suivants, oui. Ouais, Où parce t'as que les je reconnais différents la... visages, style, ouais. non? C'est pas là où t'as les différents Exactement. visages, genre, que ressent un Norvégien quand il est Heureux, heureux, triste, et gêné, et il a la ouais. même tête. Et après, drunk, il sourit, ouais. Et ça, moi, quand je suis arrivée ici, c'était un livre dont tout le monde parlait il a une dizaine d'années, ce livre. Et il est vraiment excellent. Il m'avait fait rire de A à Z. Et puis, en fait, j'ai jamais rencontré Julien, mais donc je savais bien qui c'était. Et puis, en fait, quand j'ai commencé à me lancer, donc il y a 1 an et demi, 2 ans, j'ai pris contact avec lui. On a discuté, on a eu un super fit dès le départ. Et il m'a dit, mais nous, on serait content d'avoir un livre. Ils sont venus voir mon spectacle, ils connaissaient un peu le style de mon humour. Et donc, on s'est lancé dans une collaboration où c'est Élisée, donc la compagne de Julien, qui a illustré ce livre. Et on s'est bien marré à faire ça, ouais. Parce que moi, c'était un sujet qui m'importait beaucoup. Parce que je trouve que c'est chouette de faire des blagues, mais en vrai, c'est aussi, je trouve, un super pays pour éduquer les enfants. La Norvège, ils font plein de trucs super chouettes. Mm. Et l'éducation positive, bienveillante est hyper à la mode en France. Et souvent, on invoque les modèles scandinaves dans certaines discussions sur la façon dont éduquer les enfants à l'étranger, sans bien les connaître. Ouais. Et il y a presque pas de littérature sur la façon dont on élève les enfants en Norvège, qui est faite pour un public étranger. Et donc, même si j'ai pas la prétention d'être ni pédopsychiatre, ni écrivaine, je me suis juste dit, rien qu'avec ma touche d'anecdote personnelle et mes observations, eh ben, peut-être que ça Tu donnera donnes des clés de lecture exactement, ouais. à la Ouais. façon dont on éduque Mm. les enfants en Norvège. Donc il y avait une vraie motivation, on va dire, un peu une sorte de lettre d'amour à la Norvège pour que les Norvégiens sachent tout le bien que je pense de la façon dont ils élèvent les enfants, Mm. avec 2-3 blagues évidemment à droite à gauche, parce que de toute façon ils aiment bien qu'on rigole. Mais aussi surtout en fait une volonté de raconter comment on élève les enfants en Norvège à l'extérieur de la Norvège. Donc il est en anglais, mais je sens là, après les fêtes de fin d'année en France, qu'il y avait des gens qui étaient là. Ah, il est super ton livre, mais il est en anglais. Et tu sais, j'avais oublié que les Français et l'anglais, parfois, ça peut être une vraie barrière. Donc, j'ai pour projet en 2025 d'essayer de prendre le temps de le traduire en français. Ouais, ça Ah, serait trop top, bien. ça. Mm. Alors, je sais pas si je fais un coup de chat GPT la nuit et je me réveille, C'est bon. ou si en vrai, en fait, j'avais un blog quand je suis arrivée ici qui s'appelait Martine chez les Blonds et je m'amusais beaucoup à l'écrire en français. Donc, je pense que me connaissant, je vais avoir envie de repasser du temps à voir comment formuler les blagues en français pour qu'elles soient drôles et qu'elles soient moi et pas le robot, quoi. Et Ça moi, serait ce que top. j'aime bien avec ton livre, avec les blogs, avec celui de Laurelou Desjardins, par exemple, Ouais, il m'a aussi, fait que tellement je rire, ce connais, blog. et aussi nous, le podcast, c'est que on partage nos histoires de vie qui font connaître notre quotidien et peut-être ce qu'on traverse parfois en tant qu'expatrié ou immigré en Norvège. Et parfois, on ne sait pas le raconter à nos familles. On n'est pas quand tu les vois, tu n'es pas dans l'état d'esprit de le raconter. Donc, par exemple, leur offrir ce livre, un autre livre, ou leur faire écouter les podcasts, y compris peut-être les tiens, je trouve que c'est un bon moyen pour eux de leur donner, comme on l'a dit, les clés aussi de comprendre notre vie. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Parce que eux, ils voient ce qu'on leur donne, ou ce qu'on va peut-être montrer sur les réseaux sociaux, ce qu'on va leur raconter. Mais c'est dur parfois d'avoir du recul sur son propre Ouais, bien quotidien sûr. complètement. Et Ce ça peut livre-là, aider. moi, ça m'a vachement demandé un effort. Surtout que, en fait, je parle par exemple des grossesses et tout. Et enfin, vous avez peut-être vécu ça, mais c'est fou. Enfin, on oublie vite, je trouve, certaines petites Complètement, phases. Ouais, ouais. complètement. La phase de maternité qui s'appelle Barchel, ça m'a demandé un vrai effort de me replonger dans mon quotidien en me disant, mais comment c'était alors? Attends, Exactement. j'avais Liv à l'école, Iris était bébé. Qu'est-ce qui se passait? Quelles étaient mes journées? Ah oui, je me souviens qu'il y avait ça, il y avait ça. C'était un effort au départ de me replonger dans chaque étape parce que, en fait, ouais, la vie fait que tu oublies. Et ce qui est fou, Ouais. c'est quand tu as plusieurs enfants, tu remarques que même si tu pourrais te dire, ouais, ok, c'est le 3e bébé, je sais faire, il y avait des trucs, même si mes enfants sont rapprochés, j'avais un peu oublié. Ouais, ouais. À chaque bébé, je suis là, comment c'était au début? Ah bon, il faut leur donner. Enfin, Non, mais c'est clair. c'est étrange ça. Et Mhm. donc, effectivement, ça me demande un effort. Donc je suis contente si cette, entre guillemets, travail de synthèse, entre guillemets, peut servir à d'autres pour illustrer
la vie en Norvège. Et quelles sont les anecdotes qui marquent le plus tes lecteurs quand tu parles avec eux de ce livre ? J'ai l'impression qu'il y en a plusieurs qui reviennent de façon assez récurrente. Il y a notamment, alors effectivement, l'accouchement. Et pour toutes les femmes qui sont passées par là, le côté un peu rapport un peu de fierté à la douleur physique que les Norvégiens peuvent avoir. Et ça, je pense que c'est un truc qui est dans la société, un continu de se pousser au sport, de retourner à un état de vie à moitié sauvage dans la forêt le week-end. Et donc ça, dans l'accouchement, moi, je l'avais senti que certaines femmes étaient super fières de dire qu'elles avaient accouché sans péridurale. Donc ça, ouais, j'ai l'impression que ça résonne vachement chez les femmes étrangères, alors que, par exemple, ma sœur a accouché aux États-Unis, elle m'a dit, mais c'était méga médicalisé. Enfin... Limite, tu sentais pas les contractions. Enfin, j'exagère un peu, mais j'ai l'impression que c'était une autre histoire. Et puis, donc, il y a cette partie-là qui revient souvent. Il y a aussi la partie où je parle de mes activités justement... Congé maternité. Ouais, où là, c'est un truc qui revient souvent, le côté « Ah oui, je me souviens qu'on passait vachement de temps à discuter de qui mange combien, quel poids fait ton bébé, qu'il y avait une sorte de compète du plus gros bébé. » Alors ça m'a trop parlé parce que nous, avec la première, on nous a donné une peur parce qu'elle est née à 3,8 kg. Mais à la base, beau bébé, tu vois. Ouais. Mais elle suivait sa courbe, grosso modo, de française. Et c'est pas devenu un bon bébé norvégien, quoi. Ouais. Et donc, pendant un moment, on a senti ce poids, mais qui était devenu vraiment une peur pour moi. Ouais. Donc, quand toi, tu as dit que c'était peut-être ton premier enfant ou les deux premiers étaient aussi des beaux bébés et qu'on vous a carrément félicité, on t'a carrément félicité du poids, c'était drôle de voir ça. Ouais. Quoi. C'était un peu le salon de l'agriculture, je me souviens de cette côté-là. Et en plus, mon troisième, en revanche, il a mis méga temps. Il a mis 6 semaines à revenir à son poids de naissance. Et voilà. Mais ça m'a foutu dans une espèce de postpartum horrible, où en fait c'est horrible de dire à une maman t'arrives pas à filer à bouffer à ton enfant, enfin il y a un truc presque animal qui est hyper déstabilisant, et malgré le fait que c'était mon numéro 3, j'étais super fébrile à cette question-là, c'était vraiment une tabou, fallait pas m'en parler, quoi. Bah nous c'était ça dès la première. Très dur, ouais. Parce que pendant des mois on nous a dit qu'elle prenait pas assez de poids, et c'est notre premier enfant, on savait pas, on se disait mais qu'est-ce qu'on fait mal. Alors moi, l'allaitement s'est mal passé, donc je culpabilisais à fond. Mais après, du coup, j'ai arrêté pour qu'elle mange bien avec des bons biberons. Et que tu sois mieux mentalement aussi. Et que je sois mieux mentalement, c'était le principal. Mais quand même, ça n'allait toujours pas. Et la deuxième, pour le coup... Mais bon, au final, on a remarqué que les courbes françaises étaient différentes des courbes norvégiennes. Oui. Et du coup, en fait, on est venu à la Helsestation, qui est le centre de santé, et on leur a dit, mais en fait, dans les courbes françaises, elle est très bien. Plusieurs fois, elle s'est quand même faite. Pour la deuxième, je ne suis pas allé à chaque rendez-vous, une fois qu'elle était née. L'infirmière le regarde droit dans les yeux, mais tout le monde a les mêmes courbes de poids. Alors qu'on savait déjà pour la première que ce n'était pas le cas. Donc Lucie, déstabilisée, rentre à la maison, elle me dit... Ben voilà, elle m'a dit que c'était toutes les mêmes courbes de poids. Je ressors les courbes de l'OMS, je ressors les courbes françaises, je compare à la courbe norvégienne, et effectivement, les courbes de poids ne sont pas les mêmes. Mais non. Mais oui, ce qui fait sens, tu vas pas comparer avec des origines asiatiques, exactement, ou Amérique centrale, enfin naturellement. Mais oui. C'est quand même des gens qui sont connus pour être super grands, les Norvégiens. Ouais. Et relativement massifs aussi. Exactement. Et la fois d'après, j'ai débarqué avec mes courbes que j'avais imprimées et tout. J'étais prêt à lui faire un exposé. Elle m'a dit c'est bon, je sais que j'ai compris. Elle est comme sa sœur, pas de souci. Mais c'est vrai qu'en plus, je pense qu'il y a deux choses. Il y a le fait que les courbes sont différentes et aussi l'approche à la courbe. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un côté très scolaire chez les infirmières du centre de santé où elles sont vraiment très attachées à ce que la courbe évolue comme ça, alors que tu discutes avec un pédiatre en France qui va dire les courbes, ok, globalement, elle va bien, elle mange bien, elle dort bien. Voilà. Ils ont une approche beaucoup plus générale à l'état de santé général d'un enfant, disons moins attachée à ce que ce soit de façon que l'enfant suive sa courbe de façon absolument scolaire. Donc il y a cet épisode-là qui, je pense, résonne chez beaucoup d'étrangers. Puis après, il y a les côtés aussi, je pense que j'ai touché dans le mille en parlant du fait que, et je ne sais pas si vos enfants sont assez grands pour que vous en rendiez compte, encore, on attend beaucoup des parents en Norvège qui s'impliquent dans les activités extrascolaires de leurs enfants. Non, mais j'ai adoré lire en me disant, pour le futur, trop intéressant. Ça, je pense que c'est à la fois super titillé, préparé. Par exemple, on a une voisine et amie qui est... Ça y est, elle s'est mise en coach de telle et telle activité sportive. Elle adore, parce qu'elle a grandi comme ça. Donc pour elle, ça lui parle. Mais pour moi, Enfin, tu vois, mes parents venaient pas dans mes activités extrascolaires et ça n'a jamais été un manque. Enfin, ils venaient à la spectacle de fin d'année, voilà, mais c'était comme ça, quoi. Ça me paraît extrêmement étonnant de voir autant de parents sur les bords d'une activité qui, somme toute, est rigolote à regarder 5 minutes, puis au bout d'un moment, tout le monde est sur son téléphone, je vais vous dire la vérité. Les gens sont quand même là, parce que je me dirais qu'il y a une forme d'obligation sociale à te pointer à toutes les activités extrascolaires de tous les enfants. Moi, j'en ai 3. Il y en a
y a une activité qu'ils font tous les 3, mais sinon, non. Mais sinon, c'est un casse-tête. Enfin, c'est impossible, en fait, de le faire. Un ministre est moins occupé que ça, quoi. Ouais, non, mais en fait, en vrai, on te demande de venir à la Sainte-Lucie, à le School of Schlottning, les trucs de Noël. Et il y a plein de moments hyper mignons. Et tant que je le peux, je le fais avec plaisir même. Bien sûr. Et d'ailleurs, je suis même la maman qui écrase une petite larme en mode ils sont trop mignons. C'est pas nos enfants, ceux-là. Ah oui, pardon, mais ils sont quand même mignons. Premier Santa Lucia, j'en menais pas large, là. Cette année, c'était le tout touchant, premier, le défilé avec la bougie et tout. Elle fermait le cortège. J'étais en train de filmer. Mais je te comprends. Mais donc, ça, c'est des beaux moments. Ouais. Mais le côté répétitif, hebdomadaire, de dire il faut que tu te pontes à toutes les activités extrascolaires de tous tes enfants tout le temps et que tu sois sûrement celle qui dit ah, on fait un truc samedi, un tournoi de chier. Je peux faire des gâteaux, je peux vendre des gaufres, je peux faire. Mais en fait, sur Spond, qui est une app qui rassemble toutes les notifications de toutes les activités extrascolaires de mes enfants, sans rire, j'en ai mais je peux sans rire 90 notifications par semaine. Et en fait, ça, c'est une espèce de sable en tant que parent, tu te le prends dans la tête tout le temps. Et il y a MyKid pour le Barnaghe et j'ai encore une autre app pour l'école, pour les devoirs et tout, qui fait qu'en fait, ça fait une espèce de bruit de fond en permanence qui, pour, je pense, les familles, est étonnant quand tu viens de l'étranger et que tu t'attends pas à ce qu'on t'attende justement au tournant. Je pense qu'il faut mettre le curseur au bon endroit pour pas te faire bouffer. Exactement, et c'est ça. Du coup, tu penses que les parents, ils y vont pour montrer qu'ils soutiennent leur enfant dans leur activité quel est le... Eh ben, je pense que ça dépend des quartiers aussi. Moi, je vis dans un quartier où il y a quand même beaucoup de CSP+, et je pense qu'il y a quand même un peu de pression sociale. Oui. On roule en Tesla, on est impliqué dans la vie de nos enfants, on fout une vidéo le week-end de regarder, mon fils fait du ski alpin et ma fille est trop forte en ski de fond. Il y a un peu de show-off. Je pense que dans d'autres quartiers, il y a vachement plus par exemple, ma fille fait une activité qui s'appelle cheerleading dans un quartier qui est peut-être un tout petit peu plus métissé, et ce que je trouve très bien. Et là, les parents sont vachement plus relax sur le tu me la ramènes, je te la porte. Donc je pense qu'il y a un peu aussi de pression sociale dans les quartiers UP sur le côté m'as-tu vu ? Et voici que je fais de mon enfant une prolongation de mon succès social. Et pour revenir là sur le fait qu'il faut être dans le moule et tout, est-ce que tu penses que les parents sont mal vus justement quand ils participent pas à ces choses-là ? En fait, je pense qu'il y a une forme de, j'allais dire hypocrisie, mais c'est peut-être un peu négatif, mais de dualité dans le fait que les gens ressentent le devoir de le faire, mais sont super heureux et soulagés quand on leur dit non mais vous pouvez en fait juste, en norvégien on dit baisser les épaules, vous connaissez cette expression Senkeskuldrene, c'est un peu l'idée de relax et en fait vous n'êtes pas obligé de tout faire. Et j'ai écrit une chronique il y a quelques mois parce qu'un journaliste m'avait demandé, enfin un média m'avait demandé de faire une chronique humoristique sur pourquoi il y a plus d'enfants par femme en France qu'en Norvège. Ce qui peut paraître paradoxal parce qu'en Norvège, on a des longs congés mat, il y a une égalité homme-femme, il y a une sécurité de l'emploi, etc. Qui fait qu'on pourrait imaginer que les femmes ont plus d'enfants. Et notamment, une de mes explications, je l'avais fait avec ma casquette d'humoriste, mais j'écrivais quand même, mais est-ce qu'on peut lâcher la grappe des parents sur le côté, les dugnades, les machins, les trucs ? Parce que ça prend vachement de temps. Et en fait, si tu en as 3 ou 4, mais comment tu fais ? Tu le fais pas du coup. Et peut-être que du coup, la société va mal voir ça. J'ai eu énormément de réponses positives de merci de mettre le doigt là-dessus. Je pense que les gens le font parce qu'ils sentent qu'ils doivent, mais qu'en fond, il y en a plein qui n'ont pas méga envie de le faire non plus. Il y en a quelques-uns qui vont dire je le fais avec plaisir, d'autres qui sont au-delà de ça et qui disent je fais ce qui me botte et puis je fais le minimum de ce que j'ai pas envie de faire, ce que je trouve assez sain. Mais d'autres qui sont encore un peu dans le il faudrait que, et puis qui sont super soulagés quand tu mets le doigt là-dessus et que tu leur dis non mais on est plein à se dire que c'est un peu relou en fait. C'est que nous on a des amendes si on va pas au Dugnad. Ah oui, d'accord. Ah, mais... C'est obligatoire la Dugnad. Wow. On se prend des amendes facturées toutes les heures. Et il y a même écrit dans les règles merci de ne pas envoyer votre au-pair à votre place à la Dugnad. Non mais ouais, on est là. Ouais. Oh, punaise. Ça ferait que je fasse un texte de stand-up là-dessus. C'est des anecdotes, mais il y a des trucs de fou. Ouais. Oh là là. Tu t'es aussi lancé dans l'aventure du podcast. Est-ce que tu peux nous en parler ? De quoi parle le podcast ? Quel est le concept ? Tes podcasts. Ouais, j'en ai deux. Ouais. J'en ai deux. Alors, en fait, c'est marrant parce que c'est 2 podcasts qui sont 2 podcasts très différents, mais qui sont tous les deux en fin de saison 1, avec tous les deux un point d'interrogation sur la suite. Okay. Il y en a un des 2 qui s'appelle Hvorfor Norge, et ça me motivait vachement en fait d'entendre les histoires des autres sur tu viens d'un pays X et Y, tu t'es intégré en Norvège, parle-moi de cette intégration. Donc quelque part, c'est un peu le reflet norvégophone de ce que vous faites, avec une volonté assez presque un peu politique de colorer un peu positivement le discours sur la facilité de s'intégrer en Norvège. Parce que je trouve qu'il y a une sorte de prophétie autoralisatrice chez certains étrangers de dire je déteste, les gens sont pas sympas, je ne me fais pas de potes, il fait froid, il fait cher, j'aime pas. Et puis il y a un discours qui me déplaît chez les Norvégiens de oui, mais les étrangers, ci et ça. Donc je me disais comment est-ce qu'on peut mettre en lumière des super parcours inspirants de gens qui se sont un peu bougés, mais qui en même temps ont appris le norvégien. C'est un podcast en norvégien volontairement pour que les Norvégiens l'écoutent. Et j'ai interviewé des gens comme ça avec des profils très différents, un écrivain, un humoriste,
un professeur d'université, qui chacun, à leur manière, amène une partie du puzzle. Mais c'était un peu ma façon de contribuer au côté Integrating et Mindful, qui sont des thèmes, enfin diversity et inclusion, hyper à la mode et hyper important, je pense, dans le monde du travail en Norvège en ce moment. Parce qu'il y a le plein emploi sur le papier, mais il y a quand même plein de gens qui ne trouvent pas de boulot. Pourquoi ils ne trouvent pas de boulot ? C'est une vraie bonne question, avec plusieurs explications à tiroir. Et plein d'entreprises qui crient désespérément au besoin d'avoir des ressources qui sont potentiellement déjà en Norvège, mais on n'arrive pas en fait, à les connecter, ces personnes-là. Donc là, il y a quand même un truc intéressant à creuser. Et qu'est-ce qui revient souvent ? Est-ce que c'est des problèmes de langage Il y a la langue, il y a une forme de vision un peu peut-être traditionnelle chez les employeurs de méconnaissance des diplômes faits à l'étranger. Il y a parfois la difficulté de convertir des diplômes passés à l'étranger en diplômes norvégiens. Alors nous, on n'a peut-être pas ce genre de problème avec nos formations, disons, généralistes. Mais quand tu as fait, par exemple, des études de médecine, il y a tout un cheminement à faire pour le faire. Et parfois, il y a des gens qui vivent en Norvège qui vont le faire en Suède parce que c'est plus rapide en Suède, qui font un diplôme suédois et qui reviennent travailler avec leur diplôme suédois en Norvège. Enfin bref, il y a des histoires abracadabrantes qu'il faudrait simplifier, en fait. Et puis, je pense qu'il y a aussi le côté très réseau, en fait, qui fait qu'il y a une offre sur 2 en Norvège qui n'est pas publiée sur Internet du tout et que les gens ont tendance vraiment à taper dans le réseau de personnes existantes. Or, ce réseau se crée dès l'enfance et donc, quand on arrive à l'âge adulte, on part avec un handicap qui devrait être, je pense, plus gommé que ce qu'il est à l'heure actuelle. Et le deuxième podcast, pour répondre à ta question, c'est un podcast qui s'appelle Mère médiocre, Middelmådig mødre, qui est une copie norvégienne d'un podcast anglais qui s'appelle I Love My Kid But, et qui est un podcast humoristique que je fais avec une amie qui est rigolote. Elle est ancienne stand-upeuse, mais maintenant, elle écrit des dialogues pour des séries. Donc elle a un job hyper rigolo et hyper inspirant. Elle a écrit par exemple les dialogues de la série Home for Christmas que vous avez peut-être vu sur Netflix. Bah bien sûr, c'était notre ancienne voisine. Ouais, l'actrice principale était notre c'est ça, c'était notre voisine à Toyen. Ah, trop marrante. Donc ma copine Myriam, elle a écrit les dialogues de cette série et elle et moi, on a des enfants qui ont le même âge et parfois on s'est retrouvés dans des cafés j'en pleurais, toutes les deux on était là mais je m'en sors pas et puis et puis j'ai lu sur internet qu'il fallait jamais dire ça à ton enfant sinon tu fuck up son et je suis là mais en fait là mais je l'ai pas dit une fois, je l'ai dit 10 fois hier, tu vois, je l'ai dit 10 fois hier. Une fois j'étais fatiguée, j'ai dit moi j'en ai trop marre de votre maman là, j'en ai trop marre de votre maman. Et donc on s'est dit bon, on va faire un podcast parce qu'on est sûrement pas les seuls à péter des piles une fois de temps en temps. Et ce podcast, il est orienté autour d'un invité qui est une personne connue qui veut bien, donc qui arrive avec toute l'humilité du monde en voulant bien raconter tous ces moments où lui ou elle se sent aussi comme parent raté. Et on essaye de creuser. Donc il y a un peu une réflexion de société de mais d'où ça sort cette espèce de pression qu'on se met tous. Pour moi, c'est vachement les réseaux sociaux, mais c'est parce que sûrement je passe trop de temps dessus. Mais je pense qu'il y a des attentes maintenant auprès des parents qui sont super hautes. Ouais, je suis d'accord. Plus on en sait, plus ça devient difficile. Ne jamais se fâcher. Les jouets, il faut qu'ils soient tous Montessori. Pas le d'écran, PQ doit être Montessori. Le lit doit être Montessori. Et il faut jamais dire ces mots-là, il faut pas se fâcher. Non mais c'est vrai, on se dit mais nos parents, en fait, on est tous complètement tarés parce que nos parents qui suivaient quand même moins ces recommandations. Ils étaient en mode freestyle. Bah ouais. Et on a quand même des bonnes relations avec eux aussi, je veux dire. Ça va, on n'est pas tous traumatisés. Non, c'est ça, exactement. Donc parfois c'est vrai qu'on pense à ça et on essaie de se détendre parce que c'est vrai qu'on se met une pression de fou quoi. Et donc ce podcast, il a une cible très, malheureusement, ce que je trouve dommage, c'est presque que des nanas qui nous écoutent. Quand on regarde le look du podcast, effectivement, je pense que ça attire plus les femmes. Mais on a des anecdotes bien marrantes aussi de présentateurs télé, de gens un peu connus qui nous racontent des trucs lunaires. Et je pense que tout le monde se rend compte que tu fais toujours au mieux, puis en fait, au bout d'un moment, tu fais à moitié, quoi. Bah et c'est OK. Mais je trouve ça, c'est OK. Je trouve ça génial que tu arrives à avoir des Norvégiens qui se livrent sur cette partie-là. Parce que justement, mon ressenti, en tout cas, j'ai l'impression qu'on montre qu'on fait tout bien, qu'on a une famille parfaite. Bah, comme tu disais un peu par rapport l'implication dans les activités extrascolaires et tout. Donc, c'est vrai que je trouve ça super bien que tu arrives à avoir le témoignage de Norvégiens qui disent bah non, parfois on fait pas tout bien, quoi. Ouais, et ça, je pense encore que c'est... Tu vois, quand je suis arrivée en Norvège, je ressentais ça vachement, le côté très A4, très tout le monde est pareil, et surtout, on ne passe ce qui va pas. Mais en fait, maintenant que je connais bien la Norvège et que j'ai des amis proches norvégiens, en fait, une fois que tu es rentré qu'on a refermé la porte derrière toi et que tu es rentré dans l'intimité d'une personne, là, elle te raconte des trucs du genre, putain, mais il faut que je te raconte. Ouais, j'ai coupé les cheveux à ma gamine, c'est sordide. Bref, j'ai essayé de faire bien, j'avais vu sur un truc sur YouTube. Enfin bref, et donc les gens te racontent leurs trucs. Je pense que dès que tu as un groupe un peu étendu, là, on va garder c'est bon, la parentalité, tout se passe bien. Mais heureusement, nous, je trouve qu'on est plus rapidement tombé au final sur des gens comme ça, dont une collègue à moi que j'ai en tête, et je donne l'exemple, on va manger chez eux, déjà elle nous reçoit chez elle. Ouais, c'est un vrai signe d'amitié en Norvège. Exactement, chose que plein d'autres bons amis, je dirais, n'ont jamais fait, et c'est OK. Mais elle l'a fait. Et puis elle nous dit, 3 mois après être devenue maman,
l'accouchement, c'était horrible et terrible. Et tu vois, elle nous dit ça et Lucie venait de tomber enceinte. Elle le savait pas. Elle le savait pas. Et elle nous décrit un accouchement terrible. Elle nous dit mais c'est horrible, Mais plus j'ai- jamais je referai ça. Et moi je suis comme ça sur ma chaise. Ouais. T'es sûr qu'on doit Non, mais s'en tu faire vois, j'ai là-dedans adoré qu'elle se livre comme ça. Et aujourd'hui encore, peut-être que dans un grand groupe, elle resterait plus lisse. Mais comme tu dis, quand tu arrives à accéder à des Ouais. gens dans un plus petit groupe, je trouve que si tu, et toi c'était pareil dans ton partial group, si tu oses un peu commencer à dire, oh, il y a des choses pas faciles, eh ben, ça y est, ça les détend un peu. Mais ça, je me souviens, mon premier bachelor gruppé aussi, c'était à Frogner, qui est aussi un quartier un peu huppé à Oslo. Et pareil, il y avait des nanas qui étaient maquillées, qui faisaient déjà du 36 avec un Ouais. bébé de 5 kilos. Non, mais parce qui vont que, au évidemment, Les sport, elles cheveux avaient- impeccables et tout. Ouais, ouais. ouais. Putain, mais la blague. Et puis, elles étaient, j'ai hâte de refaire du sport parce que je me sens un petit peu gonflée. Je suis là. Si tu veux, moi, enfin, au lycée, j'étais déjà plus grosse que ça. Donc, si tu veux, je sais même pas de quoi tu me parles. Et en plus, c'était vraiment vachement sur la façade. Et je suis rentrée, j'avais envie de pleurer, quoi. Ben Il y avait oui. une qui avait dit, mais moi, j'ai lu qu'il fallait toujours que les enfants donnent dans la même chambre que les parents parce que sinon, ça peut délier le lien parent-enfant. Le truc horrible. Mais oui. Quand t'es pleine d'hormones, c'est la dernière chose que t'as envie d'entendre. Et moi, ma gamine, j'avais foutu dans sa chambre parce que je savais même pas qu'on faisait du cododo en Norvège. Ça m'avait même pas effleuré. J'étais là, Ouais. elle dort, un lit, voilà. Enfin, et je sortais du lit pour aller l'allaiter et ça marchait comme ça chez nous. Mais en fait, chaque personne trouve ça un truc, tu vois. Enfin, Ouais, complètement. Ouais. mais effectivement, et après, j'ai gossé le reste du groupe et j'ai trouvé une copine marrante qui m'avait dit, moi, j'aime le plus mon bébé, c'est quand il dort. Yeah. Ah, c'était trop on va mignon. Toi, tu vas s'entendre. être ma copine. Et elle était trop marrante et elle était une super maman aussi, mais juste plus honnête. Moi, j'adore. Je pense que je vais travailler mon norvégien en écoutant ce podcast Ah. parce que ça va me Il y a me des détendre. anecdotes qui vont te faire tellement Ah rire. bah je pense. Comme un pote qui raconte, je vais garder son fils de 2 ans, il était super fatigué, il s'est endormi, mais 1h30 avec le bébé sur le tapis. Ah non, mais j'adore. Et il s'est réveillé en mode Qui Qu'est-ce suis-je, qui s'est suis-je passé Il est toujours là, il est toujours là, il est toujours avec son grelot, il est là, mais non, il a rien foutu, mais t'as rien fait de marrant pendant que je dormais. Ouais. J'adore. Et toi, comment tu fais pour concilier cette vie de maman, d'humoriste, avec 3 enfants? Enfin, Bah, Est-ce en que fait, au début, c'était souvent je me disais, ça va, je les couche et je vais au spectacle. Parce que souvent, quand ils sont tous crevés, surtout au Barnaga, ils se couchent super tôt. Parce qu'ils sont tout le temps dehors et ils sont encore petits. Mais là, ma grande, elle commence à grandir. Elle est en CE1, donc elle a 7 ans et demi. Et elle pose pas mal de questions. Donc, une fois ou deux, elle est venue avec moi. Ça l'a vachement amusée. Mais globalement, ça me fait quand même, comme une freelanceuse, une liberté de mon emploi du temps qui est énorme. Donc là, par exemple, il y avait le plan de Lingsdag, enfin le Barnaga, enfin le jardin d'enfants était fermé, donc typiquement, je peux les prendre pour la journée. La semaine prochaine, il y a le dentiste, je m'en occupe. ouais. Donc, je suis quand même vraiment. Je fais tout le temps la période de 16-19, c'est souvent moi. Ma fille de 5 ans m'a quand même dit Pourquoi t'es toujours en pyjama quand on part à l'école le matin? Mon mari a mouru de rire. Ah, très drôle. Bien vu. Très vrai. Très vrai. Je savais parce que maman, elle Parce que travaille c'est le soir. pratique. C'est clair. Donc, c'est un coup à prendre de travailler quand les gens ne travaillent pas. Mais en revanche, ça te donne vachement de liberté sur pas mal d'autres choses. Mm. Et j'ai quand même beaucoup de temps avec eux. Et ça, je trouve que c'est vraiment chouette. Même s'il y a des jours où je me dis c'est cool, on fait, je sais pas, on joue à la maison, on va dehors et ça se passe trop bien. Enfin, bonhomme de neige. Enfin, je sais pas, c'est trop sympa. Puis il y a des jours où je me dis je me réjouis et au bout de 10 minutes, je suis là. Et j'ai hâte qu'ils dorment là. Là, j'ai vraiment hâte qu'ils dorment là. Ils me saoulent là, ils me saoulent. Parce qu'ils se fight, parce que, bref, la vie de parent, quoi. Dans Ouais, ce ouais. cas-là, le yin et le yang un peu ouais. improbable. Puis tu les mets au lit, t'es là. La première chose que tu fais, c'est que tu regardes des photos d'eux en disant ils sont Mais trop ouais, mignons. non, mais classique, Alors qu'ils te gueulent il y a une demi-heure là à te dire je vais pas me brosser les dents. Si tu vas te brosser les dents, brosser les dents. Je trouve que Ambivalence parentale. ouais, quoi. c'est Exact. ça, être parent, c'est se rendre compte combien ces petits êtres immatures sur leurs sentiments sont fous, mais combien toi, t'es aussi complètement fou. T'es un peu plus. Tellement vrai, en plus. T'es un peu plus avancé qu'eux, mais t'es aussi complètement fou sur tes propres sentiments, quoi. C'est clair. Et émotions. Encore hier soir, j'étais là, bon, maman s'est fâchée. D'accord, ça arrive. Oui, mais t'as crié putain, putain, putain. Bon, ok, d'accord, ok, oui. Alors ça, il faut pas le dire. Il faut pas le dire à grand-mère. Surtout pas. Et surtout, tu dis bon, ok, oui, je m'excuse. J'ai une copine qui m'a envoyé un truc sur Instagram et c'est écrit souvenez-vous qu'on est la première génération de parents qui dit pardon à ses enfants. Ça m'a fait vachement de bien Bah d'entendre. ouais, Bah tu ouais. vois aussi Non, mais c'est simplement vrai, ça, hein. quoi. Ouais. Une fois aussi, j'étais tellement énervée parce qu'il y a tout le temps du bazar chez moi et je suis pas très bazar. Mais en fait, quand t'es 1 contre 4, et là, mon mari, C'est je l'adore, il a plein de qualités, mais il est pas méga. Enfin, il a fait des efforts, mais lui, ça ne dérange pas trop le bazar. Donc, du coup, je suis la seule contre 4. Mais je lutte contre un tsunami. Et un jour, j'avais rangé toute l'entrée, les chaussures et tout. Et là, 10 minutes après tout son bazar, j'ai ouvert la porte, j'ai balancé une chaussure. En disant voilà la chaussure. Je la balance. Ma fille de 4 ans a explosé de rire. Et mon fils de 3 ans, Ikke lov å kaste, ça veut dire faut pas jeter. Il faut reprendre les bases avec celle-ci.
Faut qu'elle vienne avec moi au Barnehage, je C'est vais lui clair. apprendre. Et puis ils étaient là, ils lâchaient rien, tu vois. Ils étaient là, moi aussi, une chule, ça veut dire faut dire pardon. J'étais là, c'est à 40 ans. Une chule, j'aurais pas dû jeter la chaussure. Je suis un peu saoulée là de faire ça. J'adore. Et les projets ou tes envies qui te motivent actuellement? J'en ai plein. J'en ai un ouais. peu trop. Alors du coup, parfois, je me dis... L'année dernière, j'ai couru un peu comme une poule ététée, là, en mode « Ouah, attends, je vais écrire un bouquin, je vais faire un spectacle en français, je vais aller au Fringe. » Donc, je suis terminée 2024 en mode « Alors, attends, on va se calmer un peu. » Donc là, je me dis plus « Ok, qu'est-ce qui est vraiment bien? J'ai envie que ma tournée tourne. » Enfin, en fait, j'aimerais bien juste que ce soit une belle saison. Là, j'ai des belles dates pour le spectacle Alone Norgay. Donc tu vas dans toute la Norvège? Ouais. Ah, c'est Trop Et bien. je commence par Paris même, parce que trop je fais bien. un spectacle en norvégien à Paris, là, au Beau-Saint-Martin, République, dans 2 semaines. Donc, il y a un Euh, public norvégien à Paris. Ouais. J'adore. J'ai déjà fait ce spectacle au République, enfin le théâtre Le République l'année dernière, et c'était rempli, donc c'était cool. Ah, et là, génial. l'ambassade m'a dit ce serait super que tu reviennes, il y a plein de Norvégiens qui n'étaient pas là. Enfin, bref. Donc je suis produite en France, ça c'est chouette. Donc ça c'est le premier objectif. Et puis en fait, après, il y a tout ce qui va autour d'écrire des nouveaux textes, de préparer la suite, de voir un peu comment je peux justement approfondir certaines questions là qui. Je me dis, tiens, ça, il y a plein de blagues à écrire là-dessus, des sujets de société qui vont parler aux gens. Et puis, le livre en français, clairement, un Ah objectif numéro 2. Nous, c'est la liste de Noël 2025. Et puis, je continue de bosser donc, pour les corporates sur les questions integration et diversity. Et là, je vois qu'il y a quand même pas mal de boîtes qui ont besoin d'avoir un peu plus de choses drôles sur le sujet. Parce qu'il existe des coachs qui, entre guillemets, vont un peu t'engueuler en mode voilà ce qu'il faut que tu fasses pour avoir ci, ça. Mais de toute façon, il y a quand même peu de contenus qui sont faits pour que les gens puissent un peu se détendre et rire tout en réfléchissant. Décomplexer aussi, une fois de Ouais. plus, ouais. Démystifier, décomplexer. Exactement, Ouais, en fait, exactement. Exactement. Arrêtez de penser que c'est super compliqué, que c'est inatteignable, mais juste voir un peu step by step comment tu peux atteindre un monde du travail qui est plus incluant, tout en attaquant certains clichés. Donc, j'ai envie de faire un truc un peu humoristique là-dessus, parce que je vois qu'il y a un énorme marché qui n'est C'est pas génial. adressé à l'heure actuelle. Donc, voilà les 3 objectifs. Moi, je voulais te poser des questions aussi. Perdre des kilos. Oui, je sais. Mais là, c'était Faire trop. la première partie de Shakira. Bien sûr, je vous mettrai en VIP. Trop bien, il nous tarde. Ça fait donc 14 ans que tu es en Norvège. Ouais. Qu'est-ce que tu adores et qu'est-ce qui est difficile peut-être encore aujourd'hui? C'est une bonne question. J'ai appris à connaître la société norvégienne de façon telle que j'adore le côté... Il y a une forme de liberté dans les chances qu'on te donne. Il y a le fait que d'être une femme n'est jamais un désavantage. Et il y a aussi le fait que c'est une société qui fait beaucoup de place à la vie privée, la vie de famille, et qui donne de la sécurité aussi aux enfants. Là, tu vois, ma fille, elle commence à circuler autour de la maison toute seule. Je ferai pas ça à Paris. Je trouve ça super. Donc, il y a ces aspects-là. Puis je vais sûrement, dans la voiture, en repartant tout à l'heure, me dire Bien sûr. j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça. Et qu'est-ce qui est toujours difficile? Puis je me suis fait des vrais amis aussi, donc j'ai l'impression que je comprends mieux aussi la façon dont les choses fonctionnent. Je trouve que, ça va être cliché aussi, j'ai toujours un peu de mal avec l'hiver et le froid, mais c'est parce que je suis pas du tout outdoor et je suis pas du tout ski. Donc pour moi, c'est un peu une saison où il faut être dedans et au bout d'un moment, ça me tape un peu sur le système, la luminosité et tout ça. Comment tu fais du coup pour passer les hivers que ce soit Un peu de plus luminothérapie et souvent Beaucoup d'alcool? Je n'osais pas le plaisante. dire, mais puisque t'en parles. Souvent, des vacances au soleil l'hiver. facile. Ouais, couper, c'est vraiment. Mm. bien Ça, c'est un ça. bon tip. ça. Donc on est au Maroc l'année dernière et on va sûrement aller en Thaïlande cette année parce qu'on fête nos 10 ans de mariage jeudi. Donc ça, je trouve que c'est dur et je m'y fais pas en fait. J'ai l'impression que j'ai des copains en France qui sont toi la norvégienne, ça y est, tu te baignes dans l'eau à 8 degrés, tout ça. Non, mais en fait, je suis pas devenue une viking avec les années. Parfois même au contraire, je suis usée de ça en fait. Le côté honeymoon d'un pays que tu découvres, Ouais. il est complètement fané. Je suis dans la dernière phase, la phase d'adaptation, où je sais, je pense avec plus de recul, ce que j'aime et ce que j'aime moins. Et pour rien au monde, je referais différemment cette expérience en Norvège. C'est un pays que j'adore, puis j'ai acquis la nationalité, et puis mes enfants grandissent ici, et puis je trouve que c'est hyper riche, la double culture que vous aurez aussi dans votre famille, même si vous êtes 2 parents français, vous êtes tellement ancrés ici, Ah oui. maintenant que vos enfants l'ont, et c'est génial, c'est une vraie richesse. Et en plus, il y a le Panama dans votre... je pense que c'est des vraies richesses, des ouvertures d'esprit exceptionnelles. Mais je trouve que c'est bien parce que tu adores la Norvège, tu t'es intégré, je pense que tu te sens complètement intégré, tu fais ton métier, ton hobby qui est devenu métier en norvégien, enfin tout ça. Et pour autant, t'as pas poussé le vice à faire du ski de fond tous les week-ends, faire l'ours le week-end non plus. Enfin, s'il y a des trucs que t'aimais pas à la base, tu t'es pas forcé à le faire pour autant. Et... Une fois de temps en temps, je suis quand même super contente d'aller en forêt avec mes enfants, mais pas forcément de dormir dans une hut pendant une semaine. Mais oui, en fait,
il y a une sorte de dualité dans mon discours parce que quelque part, là, en ce moment, mes enfants sont au ski avec mon mari et je suis trop contente qu'ils grandissent comme des petits Norvégiens et qu'ils aiment le ski. Je me dis, quitte à grandir ici, autant qu'ils adorent cette partie-là de la Norvège. Enfin, c'est quand même inouï. Si t'aimes le ski, grandir en Norvège, c'est quand même un cadeau. Enfin, c'est clair, ouais. donc, autant qu'ils adoptent ces côtés-là et qu'ils s'y éclatent. Et puis, lui, il a grandi comme ça. Il est extrêmement ski. Il a traversé le Groenland en ski. Enfin, bref, on est les deux extrêmes, je pense, là-dessus. Donc, c'est bien qu'ils transmettent ça à mes enfants. Est-ce que tu te sens complètement française en Norvège? Est-ce que tu te sens un peu norvégienne? C'est une vraie bonne question. Ça, c'est toujours quelque chose qu'on aime aborder. Quelle est ton identité un peu? Ouais, Est-ce que tu te sens norvégienne quand tu es en France, française en Norvège? Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Et en fait, c'est paradoxal parce que je pense que je suis quand même moins française que certains Français ici, aussi parce que je suis là depuis longtemps. Et puis j'ai vraiment fait l'effort de... Enfin, je lis les médias, je connais les personnalités publiques, je capte des blagues sur la politique ou les stars du showbiz. Enfin, le stand-up fait aussi que tu es en permanence à jour sur les derniers ragots, les derniers trucs du monde public, parce qu'il y a beaucoup de blagues qui sont faites là-dessus en permanence. Donc quand je comprends pas une blague, je suis là, attends, je comprends pas ce mot, je comprends pas. C'est qui ça? Ah, ce mec-là a dit ça dans les médias. Il faut que je regarde. Donc je suis quand même assez à jour là-dessus, je dirais. Je connais la musique, enfin bref. Donc en soi, je suis pas genre complètement tombée du nid. En Norvège, donc je suis française, oui. Il y a des moments aussi où par contre on me demande mais c'est comment en France, et parfois je suis là mais je sais pas, moi ça fait tellement longtemps que je suis là, j'ai toute une partie de ma vie d'adulte qui est ici, et parfois je me sens très off en France parce que là à Noël on a vu des copains, c'est parti en discussion politique directe sur tout y est passé, bam, Gaza, machin, truc, les viols de Mazan et tout, et j'étais super contente parce que j'étais là, chic, un dîner où on parle pas que de trucs de façade justement. J'étais vachement contente, puis en même temps, j'étais il a dit ça, j'étais pas au courant. Il y a des moments où je me sens un peu comme outsider dans mon propre pays. Ouais. Je pense que beaucoup de gens comprennent ce qui s'appelle le reverse culture crash, de re-rentrer chez toi une fois que ça a goûté à l'étranger. Ça peut être un exercice difficile aussi. Et ça, je le ressens parfois. Mais je me sens quand même française en France et je me sens quand même française en Norvège. Du stand-up en français ? C'est dans tes projets ou pas du tout? Ouais, j'en fais un peu parce que honnêtement, du coup, je fais les premières parties donc au Francofolie, et puis il y a aussi, j'en ai fait quand même pas mal des plateaux de stand-up en français l'année dernière. Je suis passée par tous les classiques, genre le Panama Café, Oscar Café, le Fridge, le Joke et tout. Ok, donc tu t'en fais pas mal au final. Ouais, quand je passe à Paris, j'essaye de me faire de faire des passages parce qu'en fait, la technique est là. Les textes sont parfois pas complètement au point, mais au moins je pars pas de zéro, quoi. Parce que j'ai tellement fait du plateau que ça me fait pas du tout peur d'arriver devant un micro juste et de voir le public et on y va, quoi. Et puis j'ai travaillé avec un ami PV du Jamel Comedy Club. On a fait une tournée en français en Scandinavie en 2023. Donc on est allé dans 7 ou 8 villes en Norvège, en Suède et au Danemark. Donc ça, on avait fait tous les deux chacun du stand-up en français et on a envie de refaire ça en 2025. D'accord. Donc c'est toujours une partie, mais en fait c'est juste que là, mon année 2024 qui était très très pleine, je me dis, l'expérience montre qu'il vaut mieux avoir quelques buts et de les délivrer de la qualité tout le temps que de partir dans tous les sens. Et quand c'est en français, du coup, tu parles de la Norvège ou c'est des sujets complètement différents? Un peu, mais ça parle pas trop aux Parisiens. En fait, au début, j'avais plein de blagues sur la Norvège, mais les gens, tu leur dis Norvège dans un bar à Paris à 23h un mardi. Parce que oui, avec la capitale Stockholm. Ouais, voilà. Les plateaux de stand-up, c'est super tard. Ouais, ils sont mais exactement ça. Et c'est exactement ça, c'est genre froid. Pétrole. Donc j'ai juste une blague en disant mon mari, il a un haut barré dans son prénom comme le yaourt. Et ça fait rire les Parisiens. Mais sinon, en fait, en vrai, il faut parler d'autres choses, ça leur parle pas trop, quoi. Tu parles de quoi, du coup, plutôt Je parle de ma famille, je parle de mes 3 enfants. Oui, des sujets sur lesquels ils peuvent directement se connecter aussi, on va dire. Voilà, j'ai un texte sur comment t'expliquer à tes enfants que t'es devenu humoriste. Alors, j'ai écrit un petit livre qui s'appelle Choupi devient humoriste. Ah, trop sympa. Voilà, puis enfin, bref. Donc, c'est d'autres textes. Ouais, c'est d'autres textes. Ça parle pas trop les Norvégiens, non. Pourtant, j'avais des blagues marrantes, c'est con. Vous ratez quelque chose. Mais ça parle vachement aux Français de Norvège, en revanche. Ouais, voilà. Bah, nous, on est là, on adore. On demande souvent à nos invités quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite peut-être s'expatrier ou carrément immigrer en Norvège. Quels seraient ton ou tes conseils? J'ai l'impression que y a autant d'histoires que de parcours, ce que je trouve assez positif. Exactement, donc j'aurais pas de conseils tout faits. Je dirais quand même que, et ça peut paraître une napalissade, mais évidemment que parler anglais et commencer à apprendre le norvégien est un peu à mon avis l'étape 1 du truc. Tu vois quand même régulièrement des Français, on a vu un reportage avec des aurores boréales, on s'est dit on vient, on trouve pas de taf. C'est vrai, au final, tu penses qu'il y a des gens qui vraiment se lancent comme ça sur un coup de tête à ce point-là? Il y a quelques rêveurs, mais en même temps, je trouve que c'est assez baroque comme attitude, mais en même temps, faut pas s'étonner que tu galères un peu si tu t'intéresses pas trop au pays en amont. Et je pense aussi que
Ça, c'est un premier conseil. Et puis, mon deuxième conseil, c'est donner une vraie chance à la Norvège, comme tu donnes une vraie chance à un livre qui est chiant à lire les 50 premières pages. Parce que le culture crash est là. Je pense qu'on le sous-estime en France, parce qu'on se dit c'est l'Europe. Mais en fait, il y a des vrais décalages de façon de fonctionner de la société. Et si tu lui donnes pas une vraie chance, tu vois pas le joyau qui s'y cache. Ouais. Et je comprends. Moi, j'entends des gens qui sont là, ouais, ma fille, elle a fait 6 mois d'échange à Oslo, elle a détesté. Et tout. Je comprends. Parce que tu peux te retrouver dans des situations où les gens sont pas super loquaces, ils te donnent pas vraiment le temps de les connaître, ils sont un peu bourrins en soirée, mais sinon ils sont un peu ours en journée. Enfin, je comprends qu'on puisse s'arrêter à ça. Donc mon deuxième conseil, c'est donner une vraie chance et donner un peu de Faut temps. creuser. Et une autre question qu'on pose aussi souvent, et je suis curieux d'avoir ta réponse, est-ce que vous envisageriez quand même un jour de rentrer en France possiblement ? Ouais, moi j'aimerais trop. Alors, comme je disais à mon pote avant-hier, de toute façon, tous les 2 ans, je dis que je pars. Mon mari, il a acquis la nationalité française, ce qui m'a vachement rassurée. J'avais une sorte de... C'était bizarre, mais en fait, pour moi, c'était presque un peu genre douloureux de pas bien savoir comment mes enfants allaient se construire une identité dans leur double culture. Oui. Et ça me réveillait la nuit au moment où on a dû choisir l'école de la grande. J'ai lu un bouquin hyper intéressant sur les petits bilingues. Alors évidemment, il y a l'expérience que tu as quand tu es parent, mais il y avait toute la théorie derrière. Il y a des recherches relativement récentes qui ont été faites hyper intéressantes sur la façon dont le cerveau fonctionne quand on s'éduque en 2 langues. Mais le livre semblait donner l'indication que, 1, il est illusoire de croire que 2 cultures peuvent avoir la même place dans la tête de quelqu'un. Il y aura toujours un peu comme une main droite et une main gauche, une sorte de culture dominante ou une zone de confort, et une autre qui sera là aussi capable de fonctionner mais moins développée, qui m'a un peu fait flipper. Et 2, que le passage d'une langue à l'écrit est extrêmement structurant sur la façon dont on construit son système de pensée, et donc sa façon d'approcher le monde, et donc quelque part son identité, et donc quelque part sa culture dominante. Et que donc le choix de l'école était en soi hyper intéressant. Ils avaient plusieurs gaps. Il y avait le premier 12 mois où en fait il faut parler les langues à un enfant, même un enfant qui ne parle pas. Il les entend, il les acquiert, il acquiert des sons. Ensuite, il y a 3 ans, l'acquisition du langage. Et puis après, il y a 7 ans, l'acquisition de l'écrit. Et puis ensuite, l'image était vachement bien faite. C'était comme un vase d'argile qui se durcit. Et il est moins modelable à fur et à mesure que l'enfant grandit, qui fait que l'argile va prendre telle ou telle forme en fonction de la façon dont on le forme, en fait. Ça devient très théorique et très poétique, cette réponse. Désolée, c'était pas du tout succinct, excusez-moi. Mais du coup, pour moi, c'était vachement important que mes enfants aient les 2. Oui. Et je voulais pas non plus, parce qu'à l'école française, je me dis peut-être qu'ils vont devenir des petits Français dans leur monde de petits Français en France, et qu'en fait, ils sont en Norvège, mais ils auraient pu être ailleurs, ça changerait rien, ils vont être Français. Mais c'est pas vrai. Il y a beaucoup de franco-norvégiens dans cette école, il y a beaucoup de place qui est faite aux Norvégiens, ce qui est bien aussi. Donc, ça m'a vachement rassurée, là, que mes enfants puissent rentrer à l'école française, qui me semble être un bon compromis pour que sous notre toit à Oslo, on ait la place pour les 2 cultures. Donc, cette espèce de besoin urgent de rentrer en France pour que les enfants soient un peu français, et j'ai été vachement rassurée sur le fait qu'on a le temps en fait de le faire. Pour toi, c'est une solution un peu intermédiaire d'avoir ça, qui fait le lien un peu entre les 2 cultures aussi. Ouais, et j'ai 2 parents en forme et qui ont une jolie maison de vacances en Bretagne et qui ont la gentillesse de prendre nos enfants 3 semaines d'affilée l'été, une partie avec nous, une partie sans nous. Et ça aussi, c'est une immersion véritable Et oui, c'est super. en France. Ouais. Ils vont aller au club de voile, ils font plein de trucs cool avec d'autres Français. Et ça, du coup, je pense que c'est une attache forte qu'ils auront. L'un dans l'autre, je trouve qu'on a trouvé un bon compromis qui fait que ce retour en France me paraît moins urgent. Ouais, c'était presque un peu un besoin que pour mes enfants, il faut qu'ils voient la fin. Tu parlais à la base de peut-être un retour au bout de 2 ans. Au final, les enfants, ça t'a peut-être recréé ça aussi. Il faut que je rentre pour ça m'a réveillé plein de choses. Ouais, c'est et vrai. en fait, t'es pas pressé, mais tu l'imagines quand même. Ouais, je pense que ce serait cool. C'est quand même vachement mieux qu'ici, non ? C'est un peu de la merde ici. Non, la meuf qui se contredit complètement. Dernière Notre minute. invité est un peu bipolaire. Non, mais en fait, non, j'adore, donc c'est pour ça que je reste. Mais je trouve que c'est chouette qu'ils aient les 2. Je pense qu'il est l'heure que tu ailles retrouver d'ailleurs. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour ta transparence sur ton parcours. Et je trouve que ton expérience, ça montre qu'on peut se réinventer, même dans un pays d'adoption. Et ça, la Norvège, ils sont assez relax là-dessus. Les trous dans le CV, les vas-y, je change, j'essaye de créer ma boîte. Ouais. Ils sont plus, peut-être un peu plus relax que ça. Bon, voilà, s'il y a des auditeurs qui hésitent à se lancer, lancez-vous. Si vous avez des changements à faire, la Norvège le permet. Je pense qu'un mot qui résume un peu aussi ce dont on a parlé aujourd'hui, qui est toujours important, qu'on soit expatrié, immigré, seul, à plusieurs, avec enfants, sans enfants, l'autodérision, démystifier, prendre du recul. Ouais. Et j'en ai beaucoup besoin en ce moment aussi, donc merci. Ouais. Bon, super. Eh bien, on vous dit à bientôt chez nous. Sous les aurores. Si cet épisode vous a plu, pensez à nous laisser une note et un avis sur votre application d'écoute préférée. Ou un commentaire sur YouTube, ça nous aide énormément à faire grandir le podcast. Merci et à très vite pour le prochain épisode.